Upalo Jeesu Kriste, kamatsriyele. Upalo Jeesu Kriste, kamatsriyele. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le Scénarisme, le podcast qui met en avant les héros de l'ombre du grand écran. Je suis Hugo Biou, jeune scénariste passionné et chaque mois je reçois un invité exceptionnel pour plonger dans les coulisses de ses créations. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une immersion intense dans l'univers sombre et captivant de Brûle le sang. J'ai le plaisir de recevoir les deux scénaristes à l'origine de ce crime drama incandescent, Akaki Popkadze et Florent Hill. Ensemble, nous allons décrypter leur écriture et comprendre comment ils ont façonné ce récit qui mêle vengeance, religion et famille au sein de la diaspora géorgienne de Nice. Brûle le sang, c'est l'histoire tourmentée de Tristan, qui rêve de devenir prêtre orthodoxe, et de son frère Gabriel, animé par la rage de vengeance après le meurtre brutal de leur père. Entre les deux frères, un fossé moral se creuse au rythme d'une quête de justice implacable, mettant à l'épreuve leurs croyances les plus profondes. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. Chaque écoute, chaque partage enrichit cette magnifique aventure dédiée à l'art du scénario. Mais pour l'instant, installez-vous et laissez-vous emporter par ce 4e épisode du scénarisme. Bonne écoute. Bonjour Akaki, bonjour Florent. Alors, première question qui ouvre d'ailleurs tous les podcasts jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez me pitcher comme ça rapidement, un de vous deux, Brûle le sang? De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est que ce thriller d'action mafieux niçois? Bonjour Hugo, merci beaucoup de nous inviter, de nous accueillir. Brûle le sang, ça parle, c'est l'histoire de Tristan qui aspire à devenir prêtre orthodoxe et son papa se fait assassiner par erreur par des voyous et il se retrouve seul avec sa maman du coup, qui est professeur de piano. Et là, revient son grand frère d'un long exil, Gabriel, son grand frère que Tristan n'a pas vu depuis une dizaine d'années. Et là commence une histoire d'enquête et de vengeance de la part du grand frère qui veut savoir le pourquoi du comment. Il entraîne son petit frère donc dans cette spirale de violence. Et donc c'est un drame familial sous fond de film de vengeance dans le milieu criminel de la pègre niçoise, donc dans un genre particulier et assez identifié qui est le film de crime, enfin crime de mafia, je dirais, ou le crime drama comme disent les anglophones, quoi. Florent, tu valides ce pitch? Salut, ouais, je valide complètement. Ok, super. Bah, ma deuxième question, elle est un peu liée du coup à vous deux, parce que vous semblez, en tout cas de prime abord, être de bons amis. Ma question est donc toute simple. Comment Ouais. est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment s'est fait la connexion entre vous deux? Alors la toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'est sur un tapis de judo à Nice Judo, dans le club niçois, où on a pratiqué le judo adolescent, enfin jusqu'à jeune adulte avec Florent. Donc oui, c'est une camaraderie, une amitié qui remonte comme ça aux séances de judo du mercredi, du samedi. Euh, et après, on s'est un peu perdu de vue. Parce que Florent, il complétera, mais bon, il est parti faire des grandes études à Paris, puis à Oxford, et moi je suis resté sur Nice. Et, c'est un peu éloigné des dojos, mais on s'est rejoint sur d'autres terrains artistiques cette fois-ci et non sportifs. Ouais, c'est ça, je suis revenu travailler au Théâtre National de Nice dans une pièce. Et Kaki, on s'envoyait des petits messages de temps en temps, mais tu vois, comme un copain d'adolescence. Et là, cette fois-ci, Kaki m'écrit et il cherche un acteur pour son court-métrage de fin d'études. Il était à l'école de cinéma de l'ESRA à Nice, comme toi. Que je connais bien. C'est ça. Et voilà, et là, on s'est revus, en fait, et on s'est re-rencontrés, je dirais, sur le terrain du cinéma. Ok, bah ouais, c'est bon descriptif du coup. Vous êtes raccord en tout cas, il n'y en a pas un qui a menti à On l'autre. s'est mis d'accord en amont. Bah, c'est les amours, Non, là, c'est ça a pas- basculé, on est sur autre chose. Et du coup, dans la lignée de cette rencontre, là, vous vous retrouvez dans un contexte qui donc n'est pas celui sportif, mais vraiment l'écriture d'un film. Donc après votre collaboration, évidemment, sur le court-métrage. Comment est-ce qu'elle a fonctionné, cette collaboration, au jour le jour? Et comment est-ce que vous avez réussi à concilier ces deux visions qui sont
un petit peu complexes autour d'un scénario, celle d'un réalisateur, d'un futur réalisateur, donc celui du film, et celle du futur acteur du film. Alors il y a beaucoup d'éléments dans la question, donc la Ouais. réponse va être un petit peu compartimentée, je pense. Alors déjà, on avait donc eu cette expérience de réalisateur et d'acteur. Où par exemple pour le premier court-métrage, c'était un court-métrage de fin d'études effectivement, où donc le scénario existait déjà, il était un peu supervisé par les professeurs à l'école, donc on avait déjà cette petite histoire, qu'on pouvait faire dans l'économie d'un court-métrage de fin d'études. Et là, Florent, il était donc comédien sur ce film. Et donc la première rencontre sur le terrain artistique était cette relation-là de réalisateur avec un acteur. Et au fur et à mesure des discussions et des retrouvailles amicales, qui ont continué en fait après le tournage, on a découvert qu'on avait à peu près la même cinéphilie ou en tout cas le même amour de cinéma en tant que spectateur. Heu et là, en fait, on a commencé à parler le même langage presque, tu vois? J'ai envie de dire, parce que, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de goûts divers et variés dans le cinéma. Puis nous, on s'est rejoints sur beaucoup d'aspects. Et là, je pense que ça s'est fait un peu naturellement où, le deuxième court métrage que j'ai voulu faire, qui était autoproduit, où je voulais tout de suite retravailler avec Florent, bah, en fait, je l'ai où il s'est impliqué un peu les 2 dans l'écriture déjà, parce qu'il avait un rôle beaucoup plus, présent, beaucoup plus enfin tout reposait sur lui carrément et sur sa prestation, par performance et physique aussi surtout. Donc on l'a un peu aussi coécrit ensemble, je vois, hein, Flo, si je me rappelle bien, Le scénar, toi, tu l'as écrit d'une traite, et après on a travaillé dessus et ouais, je il y a eu pas mal en fait, il y avait de l'improvisation comme c'était des plans séquences, donc ça a ouais, été une écriture, on va dire, pendant le tournage. La c'est façon de faire ça, les ouais. choses et tout, ça dépassait l'interprétation du texte qui était écrit. On discutait beaucoup sur, les symboliques, les choses. Ouais, Est-ce que vous parlez peut-être que j'ai vu ce court-métrage, parce qu'évidemment, on a des professeurs en commun, ayant fait la même école qui, du ouais, coup, m'ont montré tes oui, films. Est-ce que c'est le film où tu t'occupes de ta maman, Ouais, où c'est ça ça. démarre dans un tunnel? Enfin, il y Ouais, a un long exactement. plan séquence dans le tunnel et après on se retrouve, bah, dans le même appartement d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que dans Boule de sang. C'est celui-là? C'est exactement Ouais, ça, donc ouais. c'était bien celui-là. Donc le oui, oui, pitch rapidement de ce exactement, c'est court-métrage, celui c'était quoi? J'ai que des éléments un heu, peu. C'était Thomas c'est un film Rentralob, qui s'appelle ouais, Je vois, qui est en plan Ouais. séquence, je crois que ça dure 36 minutes 40 secondes et c'est un jeune homme qui se découvre être irresponsable, qui rentre chez lui, à l'aube, déjà en retard et il tient pas ses engagements et il se retrouve à s'occuper de sa grand-mère qui est dans une situation d'urgence. C'est une grand-mère alitée, dont il faut s'occuper, hein, la laver, nourrir et cetera. Et là, il se retrouve comme ça à gérer une situation d'urgence et en gros, c'est un petit con, un salaud au début et il se retrouve à voilà, on découvre un autre aspect de cette personne au fur et à mesure du film et de cette urgence qu'il vit. Et là, on a eu une collaboration beaucoup plus, énergique et forte et émotionnelle. C'était assez voilà, c'était un court métrage qu'on a répété beaucoup, tourné d'une traite aussi, vu que c'était un plan séquence en 2 3 jours et tout, donc mais c'était très, très, très intense. Et là, je pense qu'il s'est noué encore d'autres, nœuds artistiques, émotionnels, amicaux, qui ont se sont démultipliés, quoi. Et peut-être pour revenir un peu plus sur du coup de l'opérationnel et vraiment du jour à jour, comment est-ce que ça fonctionnait justement est-ce que vous êtes dit: «On se bloque dans une maison à la campagne pendant 2 semaines et on l'écrit ce long métrage?» Ou est-ce que ça a plutôt, été des rendez-vous réguliers? Est-ce que chacun avait un peu sa mission, l'un qui était plus, sur les dialogues, l'autre qui était peut-être plus sur la structure? Comment est-ce que vous avez eu cette division du travail, sur ce script? Bah, en fait, Akaki, est venu, sur Paris pendant, quelques mois et à ce moment-là, on a eu la chance d'avoir un local où on a pu, travailler tous les 2 à partir d'une fiche de lecture qui avait été faite par les producteurs
qui était un document très complet, très pratique, avec voilà, des pistes de développement. Et on a eu le bonheur d'être ensemble, les deux, dans une même pièce, avec un mur, une grande table sur laquelle on peut noter toutes nos idées. Ça a été un premier, je dirais, pétrissage de nos idées, une mise en commun. Et à partir de là, on est parti sur un séquencier. Et là, il y a eu le Covid. Donc, Ok. Akaki, il est revenu dans sa famille à Nice. Et donc, là, on est parti sur une collaboration en visio. Et je dirais qu'il y a eu plusieurs méthodes de travail. C'était notre premier film, donc on en a exploré plusieurs. Mais celle qui dominait dans mon souvenir, c'est qu'on se donnait une séquence sur deux chacun. Et l'un travaillait. Alors, moi, j'aimais bien travailler le matin et Akaki le soir, dans mon souvenir. Et donc, c'était super parce que moi, j'écrivais, Akaki relisait l'après-midi, puis il écrivait, moi, je relisais le matin. Et chaque jour, c'était magique parce que chaque jour, il y avait une nouvelle séquence qui arrivait. Ça a duré 30 jours comme ça. Et à la fin, il y a eu une V1 du scénario. Ah oui, ah oui, c'est industriel, quoi. Il y a l'équipe du matin et Ouais, c'est l'équipe comme de un jour avec celle de nuit. relais, C'est le 3-8. C'est le ça s'est 3-8. vraiment fait comme ça, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment fait comme ça. Il écrivait la scène le matin. Moi, je faisais une passe dessus, où je corrigeais, où je commentais, où je la complétais le soir. Puis j'écrivais la scène d'après. Du coup, Florent, il découvrait ce que j'avais écrit le matin, qui corrigeait, qui commentait, qui développait. Puis il écrivait la scène d'après. Et au fur et à mesure, ça s'est vraiment installé comme ça. Et voilà, tu vois, au bout de 2, 3, 4, 10 jours, il y a les scènes elles s'enchaînent. Et au bout d'un moment, on avait terminé. Et donc, c'est un peu une écriture à quatre mains, mais en même temps, c'est chacun dans son coin, tu vois. Et en même temps, tu checkes un peu ce qu'il a écrit l'autre. Donc, c'est un peu, c'est pas vraiment pareil que d'écrire que chacun dans son coin et après recouper le tout. C'est pas non plus pareil que tout écrire en même temps ensemble, tu vois. C'est un peu un mélange des deux parce qu'il y a des scénaristes, des binômes de scénaristes qui travaillent d'une manière ou de l'autre ou de la troisième manière comme on a fait nous un peu. Tu vois, c'est un peu hybride. Et après, des fois, il y a des moments où il y a des fulgurances, il y a des moments de grâce comme ça où Flo, il me disait, tu sais quoi, cette séquence, je la vois tellement que laisse-la moi, je vais la rédiger, c'est bon, c'est nickel. Et des fois, c'est du coup une séquence entière et pas une scène ou deux scènes. Tu vois. Ouais, donc vous avez Donc, bien martyrisé le logiciel de traitement de texte, quoi. Vous l'avez vraiment allumé. Il était tout le temps on. Ouais, ouais, Et merci Google Drive d'ailleurs, quand on les salue. ah oui, c'est Ouais. ok, d'accord, ok, c'est grâce à ça. Ouais, du coup, notre outil, vraiment, si on est très pragmatique et comment on fait, c'est un Google Drive où, du coup, des fois, on est en même temps dessus, mais des fois, on est chacun à notre tour, mais c'est le même fichier et tu vois en direct les changements, les commentaires, les avancements. Donc, on travaille sur le même fichier, en fait, tu vois, en même Bah, temps. parce que justement, je me suis posé la question, parce que ça ressemblait pas à du Final Draft, qui est un peu le logiciel qui Ouais, fait l'unanimité dans le milieu. ouais. Vous avez écrit du coup sur quoi? Puisque en lisant Alors, la en première fait, version, j'étais. le Final Draft, c'est génial dans le sens où, vu que c'est un logiciel vraiment de cinéma et de scénario, c'est-à-dire qu'en deux clics, il te fait un classement de scènes. En deux clics, tu sélectionnes tout un personnage et tous ses dialogues. Et en fait, je dirais que pour un auteur, c'est moins intéressant que c'est plus, par exemple, pour un premier assistant réalisateur, il a absolument besoin d'un Final Draft pour en trois clics faire ce qu'il aurait fait en direct en 2 heures, en fait, tu vois, de regrouper par décor, par personnage, etc., etc., etc. Donc, non, nous, c'est du point doc, quoi. C'est du Word, c'est Google Drive pour être à distance, c'est du Word dans toutes les fonctionnalités qu'il comprend, hein, le logiciel. Et après, effectivement, le premier assistant, il s'emmerde un peu à tout modifier, à mettre dans Final Draft. Mais bon, c'est tellement. Si on est à cette étape-là, c'est pas grave. C'est que le film, Ouais. il y a le feu vert et ça va se tourner, quoi. Tu vois, Et donc, ouais, et surtout que Final Draft, pour l'utiliser assez régulièrement, au niveau des outils collaboration, c'est un petit peu galère. Il y a une espèce de lien de collaboration, je sais, qui marche pas des masses. hein. Euh, Bah, ce en qui me- fait, j'ai absolument aucune idée parce que j'ai jamais utilisé Final Draft. À l'époque, j'avais Celtics, le truc des Mm, Ouais. mm. étudiants un peu galériens, Un c'est truc gratos, gratos. tu Ouais. vois. Donc, en gros,
j'avais ça, on faisait après on le mettait en PDF et tout, c'était la galère, je me rappelle, il y a Ouais. 10 ans. Mais là, franchement, c'est ouais, Word, Google Drive et après, C'est un facile. podcast sur le scénario, c'est important de parler de logiciels de scénario, je maintiens. Ouais, 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 je suis d'accord, ouais, mais ça influe l'écriture d'ailleurs, l'outil avec lequel on travaille, tu Ah vois? mais, Là, moi, ce que j'aime dans Google, Drive, Google Docs, c'est que c'est très vivant, c'est un truc on peut changer la police, on peut changer les couleurs, on peut rajouter des images, mais très, très vite puisque c'est un doc et donc il y a cette notion de brouillon, donc la pensée, elle reste libre aussi. Il n'y a rien qui est, sacré, collé dans le document et moi j'aime bien, ça se sent dans l'écriture aussi, tu vois? je vois parfaitement. La transition est toute trouvée ou pas d'ailleurs, pour passer au sujet suivant. Ce film, donc de base, ça part d'une impulsion d'écriture, de vous 2. À quel moment interviennent les producteurs? À quel moment vous allez démarcher des producteurs en vous disant: «Là, on a un traitement qui est assez solide ou une V1 qui est assez solide» ou alors on a eu une conversation, on a pitché le film et là, du coup, ça peut déboucher sur quelque chose. À quel moment s'est fait la connexion avec, Ad Astra, en l'occurrence? Alors moi, je vais corriger un point, c'est que l'idée de film on l'avait abordé tous les 2. J'avais lu un article, sur, en fait, c'était dans Le Canard enchaîné, il y avait une brève sur un homme qui s'était fait assassiner par erreur, parce qu'il avait la même voiture qu'un voyou qui était visé par, ses ennemis et donc le mec, s'était fait, assassiner et on s'était dit: «Et si, il avait 2 enfants? Et si, voilà?» Et à partir de là, on n'a pas, coécrit. À partir de là, c'est Aka qui est parti avec je tiens à le souligner, une force de travail, assez impressionnante parce qu'en 2 mois, il a écrit tout seul, une centaine de pages, je crois, ou 70 ou voilà, donc une V1 d'un scénar où il y avait déjà, beaucoup de piliers et d'axes de l'histoire, telle qu'on la connaît maintenant et là, Aka, bah, je te laisse embrayer parce que c'est là où toi, tu es allé rencontrer les prods et moi, après, je suis intervenu plus tard Ouais. au moment où il y a eu les prods, cette fiche de lecture et là, c'est Aka qui m'a dit: «Est-ce que ça te dit qu'on collabore, sur le scénario?» Ouais, effectivement, exactement. En fait, après la projection de Je vois, ce court-métrage dont on a discuté en amont, bah, on est allé boire un petit verre pour festoyer avec Florent et d'un coup, on avait une espèce de dépression et un vide de, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, il nous fallait tout de suite un projet, quoi. Ouais, c'était le soir même de la Et projo, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on a discuté beaucoup de fait qu'on voulait faire un long métrage et qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et bref, l'idée a germé. Après, j'ai écrit une espèce de première version tout seul. Après, je voulais en fait, après, je me suis entouré d'un dramaturge algérien, enfin franco-algérien, qui s'appelle Aziz Chouaki, qui est malheureusement décédé prématurément il y a quelques années. Et donc, ma première version de scénario, je l'avais écrit tout seul et Aziz Chouaki avait fait les dialogues de cette version. Et donc, j'avais ce fichier où j'avais mon histoire. Et j'ai commencé à démarcher des producteurs. Et moi, je vis à Nice. Et donc, c'est très compliqué parce que tous les producteurs sont à Paris. La plupart, vraiment à la grande majorité, sont à Paris. Et là, pendant 6 mois, c'était des courriers, des mails, des appels où, bon, où soit on ne vous répond pas, soit on répond 3 mois plus tard, soit c'est non, soit c'est on lira et on verra, etc., etc. Donc, j'ai eu que des refus, en gros. Et à un moment, Florent, je me rappelle, il était enfin, allé voir son agente et tout. Et, il m'avait dit, tiens, j'ai croisé un autre auteur et il avait une brochure. Il n'avait pas genre tout son scénario, mais il avait une brochure avec juste un traitement et des images, des dessins et tout. Et c'était plus facile enfin, c'était un truc qui donne envie de lire, quoi, de feuilleter. Et du coup, j'ai embauché un storyboarder, je l'ai fait faire des dessins, des storyboards, et on a fait une espèce de brochure de présentation de film. Pourquoi envoyer au producteur 120 pages de scénario? Et bah, c'était 3 dessins, 2 storyboards, un extrait de scène et juste un résumé de 5 pages. Et avec ça, j'ai recommencé à essayer d'approcher les producteurs. Et au bout d'un moment, au final, c'est une production cannoise, donc Ad Astra Film et Sébastien Ambert que j'ai rencontré en mai 2019 à Cannes lors d'une soirée sur une des plages cannoises, tu vois. Et à partir de là, ils étaient intéressés par l'idée.
Ils étaient plutôt intéressés. Après, ils ont lu la première version du scénario et ils ont fait une grande fiche de lecture, vraiment par personnage, par arche, toutes les idées qu'ils avaient en fait. Et en gros, à la fin, il y avait écrit, bon, bah, si tu es d'accord pour toutes ces idées-là, on n'a qu'à collaborer ensemble. Si tu n'es pas d'accord, bon, bah, c'est pas grave et tu vas chercher ailleurs, tu vois, notre producteur. Et c'est là que j'ai demandé à Florent de m'accompagner dans la réécriture, en fait, à partir de ce moment-là. Donc, je suis parti à Paris. On avait la chance d'avoir un local où on pouvait se faire comme ça une espèce de résidence d'écriture de vive voix et dans un espace donné pendant 2 mois, tu vois, tous les jours, de 10h à 13h. Je me rappelle, ça nous faisait rire, on avait appelé ça 10-13 Productions parce qu'on faisait ça tous les jours de 10h à 13h. Ouais. Et après, chacun cogitait un peu de son côté, et puis on se retrouvait le lendemain à 10h, et on faisait ça comme ça, 3 heures d'affilée, tu Et vois. encore maintenant, d'ailleurs, on travaille toujours de 10h à 13h. Ouais, ça Sauf s'est un peu exception, si on doit, installé. Sinon, c'est sauf si on 10h, doit, 13h. voilà, on a des rendez-vous, C'est une horaire très précise, c'est un truc vraiment c'est, très calé. ah bah, je trouve, en vrai, c'est trop bien de se connaître, de connaître le moment de la journée où il y a la bonne énergie créative, où les choses elles passent, Ouais. et de savoir les heures de doute. Les heures de pointe. Et voilà, les heures de pointe, les heures de doute, là, faut éviter de travailler Mais- si on peut, Non, si on c'est a vrai que ça cette marche que liberté-là. comme ça, ouais. Ouais, Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de trouver comment. Il y a plusieurs visions là-dessus. Il y a ceux qui sont plus partisans des morning pages. Typiquement, un peu vous n'êtes pas trop loin de ça. Fin de matinée pages plutôt. fin de matinée pages. Et ceux Ouais, qui c'est sont ça. des écrivains de la nuit. Du coup, peut-être un petit peu plus ton Ouais. style, Akaki. Bah, en fait, Partiellement. plus maintenant, parce que maintenant, avec femme, enfant, je me lève tôt et tout, donc je privilégie plus maintenant le sommeil que cette espèce de vie nocturne, de recherche de muse pour l'écriture, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, c'est réveil tôt, le petit qui va à l'école, euh, sport. Enfin, prière, sport, douche. Et là, je sais qu'il est à peu près 10 heures et je sais que c'est 10-13, c'est à fond travail intellectuel d'écriture. Et après, c'est tranquille, tu vois, ça peut être lecture, film ou juste de la vie, tu vois, avec les amis, la famille, un autre travail et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis productif vraiment 3 heures par jour, de 10h à 13h pour de l'écriture créative, en fait. Je peux pas écrire 5 heures d'affilée, ni Hmm. 6. 2, ça me suffit pas. J'aime, voilà, 3-4 heures maximum. Akaki, tu nous appelles depuis Nice. Et Oui. il y a une réplique dans le film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a bien fait rire. C'est Nice, ça change pas, mais ça change quand même. Mais ça change un peu quand même. Et je crois qu'elle a été jouée comme ça. Et Ouais. justement, ma question est orientée là-dessus. Elle est géniale cette réplique. J'aime bien la réaction de Nicolas Duvauchel qui joue celui qui reçoit Non, cette j'ai pas compris. réplique. Et, non, explique-toi là. Mais non, c'est Ouais. pas clair. Et donc la question qui découle de cette phrase, c'est donc à l'instant, Florent, tu mentionnais ce fait divers que vous avez vu de cette malheureuse personne qui a été abattue à la place d'un autre. Mm. Qu'est-ce que vous avez amené avec vous de Nice, parce que c'est votre ville. Qu'est-ce que vous avez essayé d'y mettre? Quelle analyse vous avez de cette ville et qu'est-ce que vous avez essayé de raconter de cette ville à travers votre film? Mm. Bah, très très bonne question. Ah ouais. On a voulu y mettre beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand c'est ton premier film, en gros, et que tu le fais à 30 ans, bah, tu as 30 ans de vécu derrière toi que tu peux y insuffler. Moi, en tout cas, quand je faisais le film, ça faisait 18 ans que j'habitais à Nice. Donc, j'avais 18 ans de mon expérience niçoise que je pouvais y insuffler, tu vois. Et les couleurs, les lieux, les gens, l'ambiance, la chaleur, on a à peu près essayé d'y mettre tout. Le judo, la communauté pour moi, par exemple, les lieux emblématiques comme les lieux moins vus, moins connus. Euh, cette espèce d'ambiance, de frénésie, de mélange de locaux et de touristes et de richesse et de pauvreté. C'est quand même très particulier comme ville Nice. C'est très décentré de la capitale. C'est la frontière italienne, c'est la Méditerranée, c'est enfin la Corse, l'Espagne, l'Italie, le Maghreb, c'est plus proche que la capitale. C'est même 2 fois plus proche que Paris, tu vois. Que ce soit Barcelone, Milan ou la Corse, la Sardaigne ou je sais pas le Maroc ou l'Algérie. Donc
Heu, Déjà, moi, j'aime bien heu, en fait, c'est très, très vivant. Contrairement aux idées reçues, on entend très souvent dire que, ouais, Nice, c'est une ville de vieux, tu vois? Vraiment de manière un peu péjorative, comme si, c'était très silencieux, très mou et très Mmh. et dénué de vie, tu vois? Déjà, c'est pas très gentil pour le troisième âge et pas du tout gentil pour la ville. Alors que moi, je compare souvent ça à Montpellier. Montpellier, c'est connu pour être la ville de jeunes, la ville d'étudiants où ça bouge, mais à Nice, il y a encore plus d'étudiants, il y a plus d'universités en fait, donc je comprends pas ce truc-là. Mmh. Et en plus, il y a des touristes, enfin, il y a 3 fois plus d'habitants l'été, sur 6 mois, et à droite, on a Cannes, à gauche, Monaco, enfin, je veux dire, c'est tellement riche en peuple, en culture, en religion, en tout, tu vois? Et nous, on est imbibés par tout ça. On est imbibés par tout ça, par le soleil, en fait, par la chaleur du soleil, en même titre que la mauvaise odeur, peut-être des poubelles dans les quartiers, un peu défavorisés, mais en même temps, tu fais 5 minutes de tram et tu es en plein centre-ville avec des touristes anglais ou chinois qui kiffent, leur vie, tu vois? Donc Mmh. c'est ça qui est très particulier parce qu'à Paris, tu peux être devant l'Opéra Garnier et en fait, pour se retrouver dans un endroit complètement délabré, défavorisé, bon, souvent, c'est pas ça en faisant 5 minutes, de trajet, il faut faire 1 heure et demie d'erreur, tu vois? Donc c'est quand même excentré, loin, caché, enclavé, tu vois? Mmh. Ici, non, tout cohabite. Pour y avoir habité 5 ans, je reconnais cette analyse. Mmh. Ouais, bah, tu vois, même Je la la valide. prison, pour te dire, même la maison d'arrêt de Nice, elle est, Ouais, à côté de la patinoire et ouais, en ouais, face ouais. d'une école Elle est et très centrale. enfin, je dirais, elle est au centre-ville, quoi, tu vois? C'est une ville à part. On peut s'accorder là-dessus. Ouais, et c'est un super terrain de jeu pour un scénario parce que justement cette proximité, cet effet village, il y a un personnage aussi qui dit, il y a plusieurs personnages qui disent, Ils le disent tout le temps. Nice c'est un village, Nice c'est un village et donc ça permet que tout le monde se croise, tout est possible. Tout le monde peut assassiner tout le monde ou dire je t'aime à tout le monde et ça c'est comme un petit univers à ciel ouvert, sous la belle lumière et où tout peut se passer en fait. Bah, tu viens de le mentionner, c'est un petit village, on peut croiser, et assassiner quelqu'un assez rapidement. Mmh. Là, on est s Brûle le sang, c'est vraiment un film qui s'inscrit dans cet héritage de films de mafia et j'irais même plus loin en disant de films de mafia à l'intérieur d'une communauté, d'une diaspora précise. Donc on sent les influences, scorsésiennes, James Gray ou même parfois un peu du Guy Ritchie, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un film de ces réalisateurs qui vous a servi de boussole dans votre écriture? Ou est-ce que c'est plutôt une espèce de croisée et de mélange de plein d'influences? Moi, je dirais les 2. Je dirais que, on a on avait des références communes, quand on écrivait. Effectivement, il y a le monde, scorsésien qui est le grand-père de nos imaginaires, on va dire. Après, quand on a écrit, il y a eu le moment où quand même on a re-regardé, Little Odessa de James Gray. On avait déjà écrit, plusieurs versions de scénario dans mon souvenir ou au moins des séquenciers très détaillés et on se disait: «Bon, faut qu'on le revoie parce qu'il est pas loin ce film, il est pas loin de ce qu'on veut faire» et quand on l'a revu, ça nous a aidés, vraiment. C'est comme si on avait rencontré, quelqu'un qui nous avait dit: «Ça, faites plutôt ça comme ça et tout», donc c'est la magie dans nos métiers, c'est qu'on peut copier, décaler, on peut s'inspirer des «anciens» entre guillemets, même si James Gray, il est, juste notre aîné, de la génération d'avant. Donc ouais, je dirais Little Odessa. Parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de choses en commun, avec ce scénario, le retour du grand frère banni, la communauté, c'est des juifs de Russie, donc il y a cette esthétique un peu commune. Il y a le monde de la pègre aussi à l'extérieur, il y a la fratrie qui essaye de se retrouver mais qui se déchire, même si en vrai tout est différent. Parce qu'on est, là maintenant on est à Nice, pas à New York et puis l'histoire est différente, quand même. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment effectivement des bases communes avec l'idée de l'Odessa, précisément. Ah Mais ouais, ouais, mais complètement, ouais, la complètement. différence avec, Little Odessa, je dirais, après c'est vraiment de l'auto-analyse, mais oui, c'est ce côté Guy Ritchie, ça fait plaisir que tu le mentionnes. C'est, ce côté d'humour et d'ailleurs, moi ça me fait penser par rapport à ta question sur Nice, je trouve qu'il y a il y a un humour à Nice, il y a une liberté, comment dire? Une, vivacité d'esprit.
rien n'est jamais trop sérieux, je trouve, dans cette ville. Parce que de toute façon, le soleil brille et on, on est tous égaux sous le soleil. Enfin, il y a un esprit comme ça, pétillant, vif, où C'est un ça se épisode chambre. sponsorisé par l'Office du tourisme de Nice. Voilà, venez à Nice, C'est dépensez, vraiment. dépensez. Non, non, Christian non. Estrosi adore ce podcast. Ouais, Vraiment. ouais, on a des potes qui ont des restos, on vous dira. Ouais, ouais, non, mais il y a On peut les ce. balancer, on balance les adresses. C'est Allez, c'est ça, parti, on c'est envoie ça. tout. Le Non, mais petit Lascaris qui est pas mal. On a Ouais, ouais, on va le local qui est on cool. est sponsorisé, hein, on n'est pas là pour rien, on travaille, on travaille. Et non, mais c'était pour faire la différence avec Little Odessa, tu vois. On n'est pas dans le New York sombre, c'est assez sérieux, lourd, uniquement tragique. Il y a cet humour que nous, on adore et qu'on essaye de mettre un peu partout. Voilà, qu'on a essayé de mettre dans les personnages de Émir, de Marco, notamment. Et ouais, parce que là, en me repassant le film un peu en tête, je me souviens de. Enfin, j'ai en image Dardan, donc qui est bulgare, si je dis pas de bêtises. C'est ça Albanais. Albanais, raté. Albanais. Raté. Qui T'avais- est albanais. Et il y a un moment, il est donc, dans cette entreprise un peu d'espace vert. Et là, il y a vraiment, je trouve, un côté, même dans le cadre de Arnaque, crime et botanique. Après, dans la première version de scénario, il y avait le moment où ils allaient manger chez la mère du grand mafieux Jacques, qui là, pour le coup, est Oui, une scène éminemment scorsésienne, précisément oui, des affranchis, avec entre guillemets le tout à cadavre fait. qui attend pendant qu'on Là, mange les gnocchis. on plaide coupable. Vous Oui, plaidez coupable. Mais je trouve que c'est hyper jouissif, même pour le spectateur ou le lecteur que j'ai été, de repérer un petit peu ces petits hommages et ces petits copier-coller décalés, comme certains profs de l'Esranis aimaient le dire. oui, exactement. Ouais. Pour Non, revenir. mais parce que Ah, pardon, vas-y. non, juste pour compléter un peu, c'est que forcément, on s'identifie à un opère, on n'a pas la prétention d'inventer quoi que ce soit. Donc, c'est très juste ce que tu dis. C'est bien sûr, c'est make the same thing but differently. Excusez-moi de mon anglicisme, On mais c'est traduira comme à on l'audio. disait, quoi. C'est faire la même chose, mais différemment. Donc, copier, décaler, forcément. Et nous, vu qu'on était dans un film de genre et qu'on aime beaucoup ça, on a été biberonné à ça, à d'autres choses aussi, mais pour cette histoire-là, on voulait effectivement, si donc, on avait comme boussole, comme dans ta question, bah, ce que Florent a dit, James Gray, Little Odessa, plus que je dirais les films de Scorsese ou d'Abel Ferrara, qui peuvent être aussi dans ce milieu-là, mais c'est encore plus sombre, ou de Brian De Palma, mais oui, oui, c'est très juste. Little Odessa, c'est vraiment, nous, on est le petit neveu de Little Odessa, quoi, le petit. Le neveu niçois, c'est ça. C'est ça. Tant qu'on est un peu sur la période des éloges, dans votre scénario, je trouve qu'il y a une belle illustration de ce qu'est une image d'ouverture et une image de fermeture. Et encore plus éloquent, je trouve, une fois que la mise en scène est passée par là, c'est cette espèce de plan aérien, et donc dans le scénario, de suivi de véhicules avec des gravats, une espèce de bend dès le début du film. On le suit dans tout Nice, histoire de montrer que le macabre est jamais très loin de la joie et du touristique. Et à la fin du film, on va retrouver peu ou prou le même dispositif, mais cette fois-ci avec ton personnage, Florent, le personnage de Tristan, qui a évolué de cette image d'ouverture à cette image de fermeture dans un parcours de pardon qui devient plutôt quelque chose de vengeur, ce qui jusqu'à maintenant il repoussait au maximum. Là où je voulais en venir, c'est que c'est un film qui démarre sur un double meurtre. Euh, Est-ce que vous aviez conscientisé cette envie on dit souvent dans un scénario qu'il faut démarrer fort. Est-ce que là, c'était vraiment une envie volontaire de se dire on va leur montrer exactement où on est très rapidement pour que le spectateur ne soit pas trompé d'adresse? Ouais, moi je me souviens que Aka, t'insistait, et moi je t'ai rejoint très vite là-dessus, sur le fait que pour que le, que le danger rôde comme une épée de Damoclès sur cette famille, euh, il faut qu'on le montre tout de suite. Il faut qu'on rende le spectateur témoin, voire même complice d'un meurtre, et de voir de quoi sont capables ces gens. Et donc pour faire rôder après le danger sur toute la durée de l'histoire. Ouais, tout à fait, c'est très juste. Nous, on voulait. En fait, le film, bon, pour les gens qui l'ont pas vu, ça va être plus compliqué, mais il est pas si violent que ça au final, dans le sens où je parle de la violence explicite à l'écran, enfin du sang ou autre. C'est-à-dire que dès le début, on monte dans la violence très haut,
là, c'est vraiment l'image d'ouverture. Il y a un kidnapping, une torture, un assassinat, et puis l'avocat, il est enfin, jeté dans une benne à ordures tout nu. Donc, c'est ce qui peut être de plus déshumanisant et enfin, extrême, quoi. Enfin, je veux dire, limite, il manque plus qu'il soit démembré et dissous dans l'acide, quoi. Mais c'est très, très violent au début. Euh, et du coup, j'ai l'impression que ça a fonctionné. L'idée, c'était de créer cette attente de violence encore un minima à égalité de ce qu'on a déjà vu, mais qui vient jamais vraiment, en fait. C'est un peu hors champ, il y a deux, trois gifles, il y a un petit coup de feu, mais il n'y a pas vraiment autant de violence, jamais. Et surtout, je voulais tout de suite faire un lien, et le trajet de voiture fait ça, même si c'est pas en plan séquence, mais c'est un trajet qui commence dans un point A et finit dans un point B, et il commence par ce corps désacralisé complètement, dénudé, jeté dans une poubelle, et qui finit avec des corps sacralisés sur des icônes, en fait. C'est un film qui parle beaucoup Mm. de religion, et sur les icônes, on a euh, le Christ nu sur une croix, qui est aussi, on va dire, euh, en train d'expier, mais c'est l'extrême, en fait, du désacralisé, du moins sacré au plus sacré, en fait, dans un même mouvement dramatique, dès le début, pour dire que ce film va parler de ça, du crime, du sacré et de la famille. Et ce qui m'amène d'ailleurs à ma prochaine question, c'est un film qui a été découpé en 4 parties. Au nom du père, Vaincre le mal, Tu ne tueras point et Console ma peine. Comment est-ce que vous avez utilisé cette division, par 4 plutôt comme, vraiment un chapitrage des évolutions du personnage? Est-ce que ça vous a servi «d'aide» entre guillemets, cette segmentation du scénario? Alors le chapitrage, il a plusieurs fonctionnalités. Déjà, celle de un peu rythmer et aérer le film. De deux, ça me permet, moi je trouvais que l'alphabet géorgien est très beau, et ça me permet, parce que les chapitres sont en géorgien et ils sont sous-titrés, donc ça me permet de montrer la beauté de l'alphabet géorgien aux spectateurs qui ne la connaissent pas. D'une part, et d'autre part, ça permet un peu d'extérioriser le combat intérieur du personnage sans qu'il ait à le dire lui-même de sa bouche, sans que ça soit dit dans des dialogues du genre, tu vois, comme ça pourrait être dans un, bon, j'aime pas dire ça, mais dans un mauvais scénario, genre, j'ai pas envie de tuer le mec, je suis pas censé le faire, mais je vais le faire. Imagine si c'était ça, ce serait moins drôle, quoi. Mm. Euh, et là, en fait, parce que tout le film est basé quand même, il y a le personnage principal de Tristan et son combat intérieur entre son libre arbitre et ses obligations de ce qu'il est obligé de faire et qui ne correspond pas à ce qu'il a envie de faire. Et d'où la tragédie de ce personnage. C'est ce truc de je veux faire une chose, mais je suis obligé d'en faire une autre. Et ainsi de suite. Et ces chapitres extériorisent un peu les thématiques qui sont importantes à ce personnage, tout en étant assez graphique et beau, comme ça, avec des lettres que les gens bon, ne reconnaissent pas forcément, mais qui soulignent l'exotisme visuel, et tout en aérant comme ça un peu la narration et en permettant de faire un peu des ellipses et rythmer, quoi. Et il y a aussi un aspect que j'aimais bien, moi, c'est l'aspect de rappeler qu'il y a un narrateur. Et il y a un peu cette dimension-là dans Brûle le sang de tragédie, au sens de la tragédie grecque, mais aussi shakespearienne, tragédie grecque où il y avait le chœur qui de temps en temps reprend le lead pour dire des choses très simplement, plus rapidement que si on les mettait en scène, effectivement. Et aussi, moi, c'est vraiment un plaisir que j'ai dans le personnel, que je voulais mettre dans ce scénario. C'était, moi, j'aime bien qu'on me rappelle qu'on est en train de me raconter une histoire. Voilà. C'est un peu méta, mais que ça soit par la mise en scène, par la façon dont c'est filmé. Et je trouve qu'Aka, il y a beaucoup ça dans sa réalisation avec cette caméra démiurge qui vient chercher elle-même de son propre fait, de sa propre volonté, Un quoi. peu omnisciente. Ouais, elle est comme un être vivant. Et le chapitrage, moi, ça permettait aussi
cette mise à distance et ça me remet, je me rappelle que je suis un spectateur, qu'on est en train de me raconter une histoire. C'est un peu, bah, je dirais, je fais une métaphore, mais c'est comme petit quand d'un coup on arrive à la fin de la page et on entend la page qui se tourne et on se rappelle qu'en fait c'est un livre, en fait c'est une histoire, ce qui permet d'aérer comme Akaki dit. C'est très bien illustré. J'ai une question qui est un petit peu plus orientée, peut-être pour toi, Florent. Hem, Quand on lit le scénario, on voit évidemment l'influence, niçoise, c'est une première chose, mais de cette culture géorgienne qui est la tienne, Akaki. Comment est-ce que toi, Florent, tu tu n'es pas géorgien, sauf que Si. c'est vrai? Non, je rigole. Je rigole. Il me tue la question, direct. Ah, tu imagines. Non, comment est-ce que toi, du coup, tu t'es un peu approprié, cette culture? Comment est-ce que tu as pu, quel est ton rapport à la culture géorgienne de par, ton ami et en même temps de par ce film qui, du coup, doit vraiment embrasser cette communauté précise, de la France? Alors, la culture géorgienne, en fait, bah, moi, je l'ai rencontrée avec Akaki en tant qu'ami d'abord. Au judo, il y avait des Géorgiens, des judokas géorgiens. C'est des très bons judokas d'ailleurs. Donc ça m'a toujours intéressé, interpellé. Et puis après, en vivant notre amitié avec Akaki, en étant reçu chez lui, dans sa famille, j'ai appris, parce que les Géorgiens, ça passe par des actes, tout simplement, une grande hospitalité, des repas, de l'entraide, et enfin les Géorgiens que j'ai pu avoir la chance de rencontrer. Et donc, bah, c'est des choses qui, moi, me plaisent naturellement en tant qu'être humain. Donc, je suis allé naturellement vers cette communauté et par curiosité, amour, amitié. Après, quand on a commencé à écrire cette histoire, Akaki, en fait, je lui posais plein de questions et on me parlait pendant des heures. Il me racontait plein de choses. Et après, c'est vraiment un enrichissement incroyable, le travail comme ça, parce qu'il y a eu une dernière phase avec le travail d'acteur, où là, en travaillant, j'ai travaillé pour apprendre des phrases en géorgien de certains dialogues, pour faire genre, hein, j'ai pas appris le géorgien, ça mettrait, comme toute langue, C'était la plusieurs question années, d'après. etc. Ah merde. Et, C'est pas vrai ça. et j'ai travaillé avec une dame qui s'appelle Tamari et qui venait à Paris, chez moi, me faire des cours de discussion géorgienne, m'expliquer certains trucs. Et là, elle m'a expliqué certaines règles qui ont lieu dans la communauté géorgienne, dans certaines familles, etc., que je n'avais pas encore compris via Akaki. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des niveaux de compréhension. Et, c'était très intéressant. Même encore maintenant, je ne me considère pas du tout comme connaissant la culture ou la communauté géorgienne. Mais je suis très reconnaissant d'avoir voyagé, quoi. Vraiment, tout ce projet, pour moi, c'est un immense voyage. Dans Dans le film, il y a énormément de règlements de compte, de différents, on pourrait presque dire gangs qui s'affrontent. Hem, c'est souvent une affaire d'hommes, que ça soit, les Albanais, les Géorgiens, Jacques de son côté. Mais pourtant, il y a un personnage qui est un peu une clé de lecture de ce film pour moi, qui est celui de Catherine, la mère de Tristan et Gabriel. Hem Qu'est-ce que vous avez essayé de raconter à travers ce personnage féminin qui vit par procuration la violence des hommes, indirectement, qu'il l'a subie? Oui, bah, très bonne question. Effectivement, c'est un film de mecs sur des mecs dans un environnement de mecs. Enfin, en gros, hein, si on schématise. Euh, mais c'est plutôt un film qui déborde de masculinité, mais plutôt toxique que positive, tu vois. Et alors, le personnage de la mère, déjà, il y a plusieurs choses. Pour souligner son importance, il fallait qu'elle soit rare. Moi, c'est un choix qu'on a fait dès le début parce que euh, il aurait pu y avoir d'autres personnages féminins, peut-être. Après, je suis pas persuadé que cette histoire-là avait besoin d'autres personnages féminins, mais en tout cas, le fait que ça soit presque un des seuls personnages féminins, ça en souligne encore plus son importance je trouve. Alors en plus, il y a trois
trois thématiques principales dans le film. Il y a la religion, il y a la famille et il y a la violence à travers la vengeance, en gros, et la colère, tu vois. Et ces trois thématiques sont divisées, c'est comme trois vecteurs, en fait, qui sont portés par trois personnages. Il y a le grand frère qui porte la violence en lui, le petit frère, la foi, et la maman, c'est la famille. Et ces trois vecteurs, tu vois, c'est comme un peu, si tu visualises l'ADN, comment il est, ces trois vecteurs, ils se rejoignent, ils s'éloignent, à chaque fois qu'ils se rejoignent, ça fait des étincelles, et c'est comme ça qu'on a construit toute l'histoire, en fait. Et le personnage de la mère, bah, c'est elle, euh, ça pourrait être, enfin, c'est limite le personnage principal du film, tu vois, sauf que la caméra, elle est plus du côté du petit frère et des deux frères. Mais c'est elle qui est le point d'achoppement déjà de la famille, parce qu'il n'y a plus de père. Elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour tenir la famille ensemble, tu vois. Euh, et après, pour moi, c'était très intéressant d'explorer ce personnage-là, qu'on va d'ailleurs peut-être explorer dans d'autres dérivés de cet univers-là avec Florent, tu vois. Mais moi, j'ai grandi dans un environnement très masculin, dans le sens où, euh, dans le quartier où j'ai grandi, bon, ben, les filles et les garçons se mélangeaient pas, tu vois. On n'était qu'entre mecs. Après, j'ai beaucoup travaillé dans la sécurité où j'étais ou tout seul ou avec un autre collègue. J'ai beaucoup été enfant de chœur à l'église ou à l'hôtel de l'église. Il y avait bon, un prêtre, diacre et d'autres enfants de chœur, mais c'est très masculin, enfin, à part le chant où il y a des chantres qui sont des femmes, des fois. Et ainsi de suite. Même au judo, il y a aussi des filles qui font le judo, mais la camaraderie, c'est plus construite avec des copains, tu vois, tous les voyages en bus, les sorties, les entraînements et tout. Et en fait, la seule personne comme ça autour de moi que je pouvais observer, à laquelle je pouvais m'accrocher, et de personnage féminin, je veux dire, c'était ma mère. Donc pour moi, c'était assez logique d'avoir un personnage de mère de base dans l'histoire, absolument, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Euh, c'est un peu fait comme ça, tu vois, par rapport à ce personnage de Catherine. Tu, tu l'as mentionné dans les trois thématiques centrales du film, il y a aussi la religion. Euh, Dans cette émission, on lit la première version d'un scénario et après on regarde le film et on regarde un petit peu ce qui Tiens. s'est passé entre. Hmm. Là, j'aimerais rendre hommage à un personnage qui n'est malheureusement pas resté jusqu'au bout, en lisant une réplique qui lui était donnée et que j'ai trouvé vraiment intéressante. Je me suis dit, quitte à ce qu'elle soit pas dans le film, au moins elle sera dans le podcast. Ouais. Ouais, C'est bonne idée. c'est le père Alexandre, pardon, qui est donc un peu le mentor de Tristan, en tout cas son premier jalon, son premier lien à l'église. Il lui dit la chose suivante: un type vient provoquer un croyant et lui dit en tapant sur la joue: alors comme ça, si je te gifle, tu me tends l'autre joue. Le croyant répond oui. Bon, alors on essaye. Vas-y, répond le croyant. Alors le type en profite et envoie une énorme gifle au croyant. L'homme se redresse un peu et lui tend l'autre joue. T'es sûr? Oui, oui, vas-y. Alors là, le type en profite et lui met une belle deuxième sur la joue. À ce moment-là, celui qui a reçu les deux gifles remonte un peu ses manches, se prépare et envoie un énorme uppercut au visage du type. Le gars se redresse. Oh, mais tu fais quoi? Le croyant répond alors: il est dit ce que l'on fait après la première gifle, pas ce que l'on fait après la deuxième. Je voulais rendre hommage à ce personnage, parce que la petite historienne est vraiment. Je la trouve déjà très jolie, très ludique, et en même temps, elle en dit long sur le personnage de Tristan qui va devoir euh, arbitrer entre un désir de vengeance de son frère et lui, son désir de se rapprocher de Dieu. La question, ce serait: pourquoi est-ce que le père Alexandre, ce personnage de mentor, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix de le retirer finalement du film? Très bonne question et un peu compliquée. Alors effectivement, le personnage de Père Alexandre, d'un point de vue vraiment scénaristique, narratif, si on s'auto-analyse un peu, servait à justement extérioriser les inquiétudes du personnage
d'avoir comme un père de substitution, enfin un père spirituel dans l'orthodoxie, quand il y a un prêtre que tu vas régulièrement voir, c'est ton père spirituel, tu vois. Donc là, il perdait son père, son vrai père, quoi, son père biologique, enfin, celui qui l'a élevé, etc. Et il se retrouvait à se raccrocher un peu à son père spirituel, avec qui il discutait plus qu'avec sa mère. Donc c'est avec sa mère, c'est un peu plus compliqué. Et là, ça lui permettait le personnage extérioriser ses combats intérieurs avec ce prêtre-là, dans le Verbe. Et ce prêtre-là, on l'a imaginé un peu, enfin, pour sortir un peu de cette imagerie du confessionnal où c'est un peu triste et tout, bah, il jardine et il Hmm. débarrasse une cave et là, ça discute et le père, il fait des petites blagues et tout pour que ça soit un peu plus léger, un peu plus moderne et moins sermon, tu vois, moins pédagogie, moins homélie, quoi. Et, euh, et d'où la petite blague, par exemple, mais qui est là pour souligner le fait que Tristan, il cherche des réponses toutes faites, mais une chose est ce qui est écrit, et la deuxième, c'est ce que va choisir la personne avec son libre arbitre de faire. Voilà, la deuxième gifle, c'est toi qui décides est-ce que tu la retends encore une troisième fois ou est-ce que tu envoies un Hmm. hypercute. Donc, c'était une façon de Père Alexandre de lui dire, moi, je ne peux pas décider à ta place. Tu vois. Moi, je peux te dire ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est préconisé, mais en fait, c'est toi qui décides quand même. Et alors ça, pourquoi il existait déjà. Alors, pourquoi on l'a retiré, ça, c'est beaucoup de choses en fait. Déjà, presque toutes les scènes, mais en tout cas celle-là, la première, on l'a tournée au tout début. Genre, on avait 35 jours de tournage. C'était, je crois, premier ou deuxième jour de tournage. Ouais. Et bah là, c'était assez compliqué. Ça fonctionnait pas trop. L'équipe n'était pas synchronisée. Nous, on n'était pas dégourdis. Peut-être que Flo, bah, il dira, mais il n'était pas complètement dans le truc. Je sais pas. C'est le premier film, tu vois, pour nous, en tout cas. Hmm. C'était un peu compliqué. Donc, en gros, pour te la faire courte, quand on regardait les rushs, c'était pas aussi bien que tous les autres trucs, tu vois, déjà de base. Et de deux, on a quand même beaucoup bataillé. Après, il y a la magie du montage, hein, donc les scènes étaient très bien après, tu vois. Et puis, on a eu beaucoup de problèmes de durée, hein, contractuellement, avec la distribution, avec la production. Le film, il fait 1h49 actuellement. Avec ces scènes-là, encore, hein, il faisait 2h10. Après, on a dû couper quelques scènes. Après, il faisait 1h55. La projection test qu'on a fait avec 200 spectateurs, il faisait 1h55 le film, mais sans générique. Et là, il fait 1h49 avec générique compris, vraiment de la première seconde à la dernière seconde. Et c'est essentiellement pour des problèmes de durée, parce qu'on a privilégié plus le côté un peu rythme, percutant, thriller, vengeance, film d'action que ce côté un peu introspectif voilà, c'est des scènes dialoguées, tu vois, donc ça fait des scènes un peu longues où il se passe rien à part les personnages qui se parlent entre eux. Donc essentiellement à 90% parce qu'il fallait couper quelque part 6 minutes, tu vois. Très concrètement, voilà, tu as le prod et le distributeur qui te dit, OK, c'est très bien, mais tu me coupes 6 minutes. Et là, donc, on a privilégié de les couper à ce moment-là et laisser le spectateur s'imaginer quelles pourraient être les interrogations internes du personnage, au lieu de bah, les données toutes faites, tu vois, là, que couper ailleurs, en fait, tout simplement. Ouais, je dirais que en tant que interprète, c'était donc des scènes où Tristan il extériorisait aussi beaucoup ses émotions et et il y avait quelque chose qui fonctionnait pas de mon point de vue parce que c'est un personnage assez taiseux et donc c'était c'était pas évident, c'était moins évident de jouer ces scènes en étant donc Tristan qui en fait tout d'un coup peut se confier pleinement même si c'est à son père spirituel. Il y avait quelque chose où je me disais, après c'était peut-être ma double casquette de scénariste-acteur, mais je me disais, ah c'est dommage, parce qu'on révèle quelque chose qui en fait vient donner des solutions, des indices au spectateur, et ça serait peut-être mieux de le garder. J'en parlais souvent à Aka, même pendant le montage. Euh, Après c'était ta cuisine à Kaki, mais c'est vrai que moi je les ai joués, tout ça, ces scènes, et j'aime beaucoup l'interprète aussi qui est un ami qui s'appelle Serge Avedikian, qui jouait le père Alexandre.
Mais à titre personnel, mon goût de spectateur dans ce film préfère que, que les intentions, les émotions de Tristan restent pudiquement cachées, quoi. Mmh. J'entends. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'était les Donc, seuls moments où il était très verbal, le personnage, alors qu'en fait, c'est le personnage, il est plutôt taiseux, introverti, donc c'était bizarre aussi, tu vois. D'un coup, et il se confie, dit tout. c'est ça, et d'ailleurs, vu qu'on parle de scénario, ça fait partie justement du travail du scénariste, ou en fait des limites parfois du travail du scénariste, où jusqu'au bout à l'écriture, et on lance les scènes en tournage et on croit que c'est bien, enfin, que ça fonctionne bien avec le film, et en fait c'est une fois qu'on les tourne, même moi c'était au moment où on les a tournés que j'ai senti ça. Après il y en a c'était plus tard au montage et tout, et qu'on se dit ok en fait c'est une erreur par rapport au film qu'on veut faire, ou voilà. Donc ouais, des fois, la mission en tant que scénariste, ça va être de faire une espèce d'arbitrage et d'essayer de voir en amont ce qui va desservir le film plutôt que le servir Ça permet de faire des c'est- économies, mais financièrement déjà, c'est pas mais il y a mal. des choses on peut pas savoir tant qu'elles sont pas tournées, montées, essayées dans des versions, quoi. Ouais. C'est la Oui, magie de notre métier aussi. parce que des fois, tu peux avoir peur on enlève cette scène dès le scénario, alors que ça aurait pu donner une espèce d'accident magique, la scène qui fait qu'au final. Ouais, Donc ouais, exactement. il y a un peu, c'est un arbitrage. C'est toute la complexité. C'est le combat perpétuel. Nous, cinéastes, scénaristes, on préfère toujours de tourner, voir au montage, parce qu'effacer, c'est 3 clics. Mais le prod, forcément, il préfère, tant qu'à faire, on ne les tourne pas dès maintenant et on utilise l'argent dans d'autres départements, enfin, ou pour faire Ouais. autre chose, etc. Donc, c'est double challenge, quoi, à chaque fois. Oui, oui, et donc là, ça revient sur cette question des multiples écritures. La première étant le scénario, après il y a une écriture sur le tournage et il y a une dernière écriture sur le montage. Et une fois que toutes ces écritures sont terminées, ça nous donne un film qui est donc votre premier long métrage à tous les deux. Si je ne dis pas de bêtises, la première projection du film était à Saint-Sébastien, au Festival de Saint-Sébastien. Comment est-ce Ouais. que vous appréhendez ce baptême du feu, ce premier film en tant qu'auteur? C'était entre excitation, peur. Il y a tellement d'émotions qui se mélangent, c'est tellement de travail qui se concentre en un seul et même endroit et un seul et même moment, en fait, tu vois. Et après, c'est très bizarre en même temps, c'est très éphémère. Même si l'œuvre, elle existe et va toujours exister, enfin, je veux dire, tant qu'on aura des data centers et euh, enfin, il y a un truc bizarre de ces 5 ans de travail pour 30 secondes d'applaudissements et en fait, c'est fini. Tout le monde est passé à autre chose quand même, tu vois. À part, les gens pour qui ça a vraiment fait un effet où ils vont s'en rappeler pendant des mois et tout. Il y a ce genre de spectateurs aussi ou qui vont le revoir et tout. Mais Qui vont vous inviter au dans des podcasts. final, Mm. c'est 2 heures de projection et 20 secondes de gloire après la projection et c'est tout, tu vois. Et les gens, ils ont vécu des émotions au même moment, en même temps, au même endroit, des gens qui ne se connaissent pas forcément avec cette œuvre-là. Enfin, et c'est très, très jouissif et en même temps, c'est très, très, très stressant parce que que tu projettes ton film ou que tu ailles tout nu devant la scène pendant 2 heures comme ça, c'est pareil. Mhm. Et tu dévoiles ton intimité, tu dévoiles. Et là, tu sais pas, hein. Après, le film, il appartient un peu à chaque spectateur. Ils peuvent te jeter des fleurs comme des tomates et ils auront raison tous les deux, en fait, tu vois, quoi qu'ils fassent. Ça, il n'y a pas de. Après, si tu gères. Et en fait, le truc de rien maîtriser, je pense pour moi, en tant que cinéaste, le pire, c'était de. Pendant 5 ans, j'ai tout maîtrisé. Et même au montage, j'ai encore plus tout maîtrisé. Tu vois, vraiment, t'es vraiment. C'est un peu un rôle divin, tu vois. Tu maîtrises tout de cet univers. Tu peux faire exister, comme faire disparaître ce que tu veux. Et d'un coup, dès que c'est projeté, c'est fini. Tu maîtrises plus rien d'un coup. Donc là, c'est très compliqué, tu vois. Bah moi, sans Sébastien, j'étais sur une autre planète parce que voilà, première fois, on est à l'étranger, festival magnifique. J'étais vraiment, c'était comme dans un rêve, quoi. Donc j'étais en observation de tout ce qui se passait. Et après, moi, je suis très marqué par les avant-premières de la promo dans le sud, notamment, où là, on a pris le temps, on a rencontré le public. En plus, les gens, voilà, ils voyaient un film sur la ville dans laquelle ils habitent. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'est important pour les gens, le cinéma. Enfin, je dis les gens, voilà, je généralise un peu, mais
ça leur appartient, quoi. Il y a vraiment quelque chose de la sortie de la salle quand on discute où ils font partie de la fabrication du film. Ils nous disent: «Ah, vous avez fait ça comme ça, j'ai compris ça, ça, bien joué». Ouais, j'ai l'impression qu'on a coécrit le film avec eux aussi C'est depuis 5 ans. l'après-match. C'est l'après-match et ça fait plaisir parce que c'est du rapport humain direct et A moi fortiori, du coup, le public niçois qui a dû. Enfin, moi, quand j'ai vu le c'est film, ça, ayant habité là-bas, j'étais en mode ah ouais, je vois, ça c'est marrant, ça c'est ce truc, ça y est pas, ils l'ont inventé. c'est ça, Donc, il y a exactement. eu plein de moments de micro-fierté où on se dit ah, mais là, c'est un peu nous qui filme finalement. C'est ça, C'est un peu l'histoire de cette ville, donc un peu notre histoire. ouais, Donc, exactement. c'est ce que tu décris du retour des spectateurs. Exactement, exactement. Donc ça, c'est un plaisir, magnifique, comme de le partager, dans d'autres pays aussi, grâce au langage universel qu'est le cinéma. On fait passer, nos histoires et ouais, je rejoins tout à fait Aka sur, le côté éphémère qui peut être, «violent» entre guillemets, en tout cas très brusque. Faut tout de suite parce qu'en fait, on est à San-Sébastien, il y a une projection, c'est magnifique, tout le monde applaudit et en fait, bah, le lendemain, on rentre chez soi, on ouvre le frigo, on se fait à manger. Enfin, je veux dire, c'est reparti, quoi. Donc, de toute façon, ça fait partie de ces métiers. C'est des vies très intermittentes, irrégulières. Donc, c'est pour ça que moi, C'est le bon mot. c'est ça. J'aime beaucoup le faire avec mes amis parce qu'on reste soudés, on se remet en place et on se chambre un peu et il faut pas trop prendre la grosse tête, quoi, parce que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est l'essentiel, c'est de pas trop se prendre au sérieux tout en faisant un travail très sérieux, très professionnel, tu vois. Mais ouais, voilà, enfin, je veux dire, on sauve pas des vies non plus. Tu vois, j'aime bien un jour, je crois que c'est Denzel Washington, il dit dans un interview, il dit, c'est pas difficile de faire un film, ce qui est difficile, c'est d'envoyer son fils à la guerre, tu vois. Là, c'est difficile. Ouais, Mais donc, il y a quand même la vraie vie, les vraies galères, les gens, tu vois, les vraies émotions. Enfin, les émotions sont vraies même au cinéma, mais c'est ça qui est génial et qui fait que des fois, on s'y perd entre la fiction et la réalité parce que tu ressens des vrais trucs quand tu vois un film. Mais ça reste de la fiction. Et moi, j'aime bien montrer de manière explicite que c'est de la fiction. Et je rejoins ce qu'il disait Florent tout à l'heure. Tu vois, ce truc de c'est une histoire, c'est on referme une page et on entend le livre se fermer. Tu vois. En parlant du coup de réouvrir des pages et d'en fermer d'autres, on s'approche tout doucement, les amis, de la fin de ce podcast. J'ai une question qui est un peu la question traditionnelle aussi, mais qu'est-ce que c'est la suite pour vous deux? Et j'ai cru comprendre que le Google Drive s'était rallumé. Donc, est-ce que c'est vous lui, pouvez nous en dire un peu c'est plus? lui qui nous dicte ce qu'on doit écrire. Il y a C'est une no- troisième personne, c'est c'est Google ça, Drive. c'est ça. Bah, il y a plein d'idées en cours, voilà, des choses en friche, on va dire. Et il y a des projets de films, toujours des films, des réalisations d'Akaki, des idées de séries aussi. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est fixé, sur lequel on s'est engagé pleinement. Après, il y a un projet qu'on développe avec la même société de production, donc Ad Astra Film, avec Sébastien Aubert, Leslie Jacob, Tigran Nation et David Guiraud. Tout cité. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que quand on travaille à l'écriture avec eux, c'est eux, tous les quatre, on a la chance, tous les quatre, ils nous font des fiches de lecture, on discute, ils sont tous les quatre impliqués dans l'écriture. Donc ça permet. Parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de l'écriture et de nous deux, mais il y a des gens qui ont participé à l'écriture qui ne sont pas co-auteurs du scénario. Mais il y a effectivement ces quatre personnes qui nous sont chères. Puis après, il y a tous les script doctors, tous les lecteurs, même les amis qui ont lu le scénario et tout. Voilà, donc ça, c'est important pour moi de le préciser. Et pour ce prochain projet, c'est une idée d'un film d'espionnage qui se passe dans une région inédite, particulière. Et là, pour l'instant, on en est au début de l'écriture. Voilà, Garde un peu c'est de mystère. secret. Et ouais, c'est un film C'est bien, d'espionnage, c'est c'est bien. très secret. C'est mieux. N'en dévoilons pas trop. C'est Comme ça, ça. On s'éclate, on apprend plein de choses et ça nous sort complètement de l'univers niçois aussi. Donc c'est aussi, en fait, on s'est rendu compte à l'écriture de Brûle le sang aussi, le temps que ça prend. 4 ans, 5 ans, tu vois, du premier mot jusqu'à la sortie du film.
Et donc là, on se dit, bon, bah, le prochain projet, s'il nous prend 3, 4, 5, 6 ans, bah, on a envie aussi d'apprendre autre chose, de basculer dans notre univers. Ça fait partie des choix aussi, tu vois. De trouver quelque chose qui vous plaise et sur lequel vous dites là, Qu'on je connaît pas. m'engage Ouais, comme une nouvelle relation qui, vous savez, à l'avance durera à peu près un certain temps, mais bah, c'est ça. Quitte à avoir une relation avec une histoire pendant 4, 5 ans, autant apprendre un maximum de choses. et bien la choisir. Parce qu'on va pas en faire 100 dans notre vie si ça prend 5 ans chacune. Sauf si Elon Musk d'ici là trouve le remède pour l'immortalité. Je sais pas. Après, vous avez Quentin Dupieux qui les fait très très rapide comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Si vous basculez là-dedans, dites-le. Hein, ça peut Ouais. être Ah intéressant. ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Non, bah, il y a des cinéastes très prolifiques comme des moins prolifiques, mais après, non, moi je suis plutôt d'accord avec Florent, hein. On sait que ça va prendre 3 4 ans et du coup, on essaye de les utiliser à bon escient parce que le temps, tu vois, c'est marrant parce que enfin, le temps, c'est notre ennemi et notre ami numéro un. Parce qu'on est limité dans le temps, forcément, on vit dans un espace-temps, on travaille avec un médium d'espace-temps. Tu vois, le cinéma, c'est vraiment sculpter le temps et l'espace. Donc, et on sait que pour bien faire notre travail, il faut prendre le temps. Et en même temps, on est toujours pressé parce que voilà, on est à la poursuite comme ça du temps qui passe et qui s'accélère. Et donc, ouais, c'est très jouissif et compliqué en même temps. Tu vois. Eh Après, ben, pardon, mais pour la suite, après là, comme le film est sorti il y a 2 mois, il y a des gens qui découvrent le travail d'Akaki. Je pense qu'il y a des propositions et il y a effectivement des choses qui peuvent aussi arriver plus rapidement, des scénarios peut-être déjà écrits, on ne sait pas tout ce qui. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, il y a une espèce de champ des possibles ouvert. On va voir, on reste dispo. Voilà. eh ben, ce sera un magnifique mot de la fin. Akaki, Florent, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci à Bah, toi. merci à toi, Hugo. C'était un plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le scénarisme. J'espère que cette discussion autour de Brûle le sang vous a inspiré et offert des clés précieuses pour mieux comprendre l'art de raconter des histoires. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos écoutes et vos partages aident grandement le podcast à grandir et à toucher un public toujours plus large. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité passionnant. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur le scénarisme.